Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous du monde de l'art, des actualités du monde de l'art avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'interview de John Karp, fondateur de NFT Morning et auteur de NFT Révolution. Pour parler, vous vous en doutez, de NFT, on va se demander ensemble quel est l'accueil qui est réservé aux NFT dans le monde réel à l'occasion de la première vente aux enchères en France de NFT qui s'est tenue hier, donc avec la maison de vente aux enchères Fauve. Nous enchaînerons ensuite donc dans Smart Patrimoine toujours avec Enjeu Patrimoine. Nous recevrons ensuite Stéphane Pelletier, directeur général du groupe Patrimofi. On se demandera avec lui comment protéger ses placements dans le contexte incertain que nous connaissons actuel avec évidemment la situation géopolitique avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine et donc les incidences qui sont liées avec notamment la hausse des prix des matières premières ou encore le recul des marchés actions. Nous verrons ensemble comment cela vous impacte et comment vous pouvez vous protéger ou en tout cas décider de modifier vos allocations. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous donc pour consacrer aux actualités du monde de l'art avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va commencer par parler des actualités du monde de l'art de manière générale avant de faire un focus sur les NFT. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'art cette semaine, Sybille ? Alors, on se posait la question la dernière fois, comment est-ce qu'on fait si un acheteur n'a pas payé l'œuvre d'art achetée aux enchères ? Eh bien voilà un exemple d'un contrat entre un acheteur et une maison de vente qui s'est mal passé. Et ce litige a été résolu il y a quelques jours. L'histoire remonte en 2016. Un collectionneur chinois, Sang Chang, a payé pour 25,5 millions de dollars une œuvre de Gerhard Richter auprès de Philips, une œuvre d'art qui s'appelle Düsenjäger, qui représente un avion de chasse. Et voilà, mais sauf que l'achat en fait n'a pas été honoré, alors même qu'il avait été déjà dans cette situation quelques années avant, mais ça c'est encore une autre histoire. Le même collectionneur ? Le même collectionneur. D'accord. Ouais. Et donc en 2018, finalement, Philips et Zhang Shang conviennent d'un accord pour dire qu'il a jusqu'à fin juillet 2018 pour payer l'œuvre, donc c'est quand même 2 ans après la vente. D'accord. Ouais. Mais rien n'est fait, donc Philips a remis la vente le tableau en vente en 2019 à Londres, et c'est ce même collectionneur qui a à nouveau acheté l'œuvre, et cette fois-ci à un prix bien plus faible, pour 13,5 millions de livres. Mais dans toutes ces histoires de vente, il y a bien sûr des frais. Alors ce collectionneur demande le remboursement de tous ces frais et accuse Philips d'enrichissement injustifié et de rupture de contrat. Et voilà, la Cour d'appel de New York a reconnu les droits de Philips et cela clôt toute cette histoire rocambolesque. C'est intéressant parce que ça pose, la question de savoir qu'est-ce qui se passe quand on ne paye pas une œuvre sur laquelle on a mis une enchère, et 2, de savoir comment est-ce qu'on peut réenchérir sur une œuvre qu'on n'a pas payée la première fois quand même. Moins important. Et pour un prix moins important. On continue avec les actualités cette semaine. Aux États-Unis, Sybille, la loi d'inaliénabilité des œuvres d'art, des œuvres d'art des musées n'est pas la même qu'en France. Voilà, en fait, je voulais vous parler de cette actualité parce que le Metropolitan Museum of Art à New York vend un bronze de sa collection de Picasso. Donc une vente aux enchères qui est estimée à 30 millions de dollars. C'est une œuvre qui s'appelle Tête de femme, Fernande, réalisée en 1909 par l'artiste. Et cette vente permettra d'acquérir d'autres œuvres d'art pour le musée. Elle aura lieu chez Christie's en mai. Et pour Artnet, le Met en fait génère 15 millions de dollars de ventes par an pour acquérir de nouvelles œuvres. Donc c'est possible pour une œuvre d'être cédée, Sybille. Voilà, en fait, c'est l'association des directeurs de musées d'art qui régit la plupart des musées aux États-Unis. Et en fait, elle interdit l'utilisation de fonds générés par la vente d'œuvres de leur collection pour des dépenses de fonctionnement ou alors d'investissement au sein des musées. Mais elle autorise la vente d'œuvres d'art pour financer des nouvelles acquisitions d'autres œuvres d'art. En revanche, pendant ces 2 ans de pandémie, il y a eu cette loi a été plutôt allégée. Les musées ont eu le droit de vendre des œuvres
pour l'entretien de leur collection. Mais cela s'expire le 10 avril 2022 et c'est pour ça que du coup cette vente Christie's ne rentre plus dans ce cadre. Donc c'est quand même assez encadré, même si c'est possible. Et un dernier mot, Sybille, sur le Lion d'Or décerné par la Biennale de Venise. Voilà, alors c'est les carrières des deux artistes, l'allemande Katharina Fritsch, qui a 66 ans, et la chilienne Cecilia Vicuña, 74 ans, qui ont été récompensées. C'est la première fois depuis 2013 que ce sont deux artistes qui remportent ce prix. D'abord pour les sculptures assez surprenantes de Katharina Fritsch, qui représentent des souris, des coquillages, des serpents, des parapluies. En tout cas, c'est des sculptures qui représentent un naturalisme formel, mais qui sont rendues assez étranges par la peinture et la couleur utilisée. Et puis, Cecilia Vicuña, elle, son travail est plus engagé. Elle parle des préoccupations du monde moderne, l'écologie, les droits de l'homme, l'homogénéisation de la culture. Et elle a une volonté de rendre hommage à la culture chilienne à travers ses œuvres. Merci Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art, donc au sein de la rédaction de Bismart, pour les actualités du monde de l'art de cette semaine. Et on a le plaisir de recevoir ensemble, Sybille, John Karp, fondateur de NFT Morning et auteur de NFT Révolution. Bonjour John Karp. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va évoquer ensemble le sujet des NFT. On va se demander s'ils ont la cote dans le monde réel, parce qu'effectivement, on a vu une grande émulation dans le monde virtuel donc pour ces NFT, généralement achetés en crypto. Donc on peut se dire qu'ils étaient potentiellement destinés à des acheteurs qui possédaient des cryptos. Là, ils font leur entrée en France dans le monde réel avec une première vente aux enchères autorisée, il y en a déjà eu d'autres, mais celle-là, elle est autorisée, organisée par la maison de vente aux enchères Fauve, qui s'appelle The Burnt Auction. Elle se tenait hier soir à Paris. Vous y étiez. Est-ce que vous avez constaté un désintérêt physique ou au contraire un grand intérêt physique pour ces NFT, donc ces œuvres virtuelles? Alors vous avez raison d'en parler. Alors j'y étais et j'ai eu la chance d'y être. Pourquoi je dis que j'ai eu de la chance ? Parce que je faisais partie des rares personnes qui étaient à l'intérieur. D'accord. En fait, c'était tellement un succès que la rue était pleine de personnes qui voulaient enchérir. D'accord. Et donc moi-même... Ah oui, c'était pas du public, c'est des enchérisseurs pour le coup. Voilà, bah, il y a toujours des curieux, Oui, mais moi j'étais dans la salle et quand ils faisaient l'enchère, ils faisaient « Ah, on a une enchère de la rue, D'accord. on a une enchère de la salle ». Donc oui, c'était un succès assez phénoménal. Moi-même, j'étais le premier surpris parce que c'est vrai que je connais bien le marché numérique. On achète, on vend et on se dit justement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des maisons d'enchères ? Et là, en fait, pour moi, ça a symbolisé un peu cet enthousiasme, cette excitation, cette volonté aussi d'acheter dans le monde physique. Donc, en tout cas, ouais, c'était une première expérience extrêmement réussie. Oui. Comment est-ce qu'ils enchérissaient du coup? C'était en Ethereum Non, c'était en euros. C'était en euros, en Ouais. effet. Donc, parce que là, dans le cadre finalement je pense, de la loi française, les commissaires-priseurs vendent en euros. Mhm. Par contre, en effet, il y avait la possibilité aussi de payer en crypto-monnaie, si je ne me trompe pas. Et il y avait un équivalent sur un écran. Donc, à chaque fois qu'il y avait une enchère, il y avait l'équivalent Ethereum pour... Finalement, les personnes, des fois, estiment les œuvres en Ethereum pour avoir l'équivalence. Donc, certains, pour eux, c'est plus facile de compter en euros. Pour d'autres, c'est plus facile en Ethereum. Donc, il y avait l'équivalence sur un écran. Mais on achetait en euros et la plupart, il me semble, on payait en euros à la fin. Donc, ils sortaient leur carte bleue ou leur chèque pour régler les œuvres, du coup. D'accord. Et les estimations étaient les bonnes ça fait. Ouais, c'était en fait, là équivalent. encore, j'étais assez étonné. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'activités et la plupart des œuvres sont parties dans les estimations. On a même certaines, il y a toujours ça dans une vente aux enchères. Bien sûr, ouais. Voilà, des petits combats, il suffit de deux acheteurs qui ont vraiment envie pour que ça aille beaucoup plus loin. Donc on a eu des œuvres qui sont parties, en effet, enfin, il y a eu de tous les prix, hein, entre 1000 euros et 200 000 euros pour les plus belles pièces, qui était une pièce unique d'Akatao, qui est un des artistes clés avec une de ses pièces majeures. D'accord. Et donc, vous pensez que la décision du Conseil des ventes et la loi qui est passée, là, c'est quelque chose de majeur dans le monde des enchères des NFT qui va arriver? Il faut comprendre une chose. Alors, je rappelle juste, donc effectivement, avant, c'était interdit de vendre des NFT physiquement dans une maison de vente aux enchères. Et là, aujourd'hui, le Conseil des ventes a accepté et c'est tout récent pour le coup. Alors, c'est tout récent. Alors, interdit. Alors, en fait, c'est juste qu'il n'y avait pas de loi. Oui. Donc, il n'y avait pas de loi. Donc, le Conseil des ventes avait une interprétation assez conservatrice en disant que dans la mesure où il n'y avait pas de loi, on n'avait pas le droit. Et donc là, en effet, il y a une loi qui est passée. Il n'y a pas encore de décret d'application. Donc, dans les faits, on est encore dans une zone juridique floue. D'accord. Donc, Ouais. c'est vrai qu'il y avait une prise de risque, malgré tout, de la Maison Fauve aussi, d'aller dessus. Mais c'est pour ça que, d'ailleurs, il n'y avait pas techniquement, ce n'était pas une vente de NFT. D'accord, encore, toujours pas. Non, c'était pas une vente de NFT. Vous le achetiez. petit clé USB Non, c'était pas la clé USB. Ah. Vous achetez l'impression D'accord. du contrat internet, du smart contract, donc l'impression du contrat, on va dire, comme titre de propriété. Après, vous pouviez en faire ce que vous voulez, notamment le brûler, d'où le titre The Burnt Auction.
Mais dans les faits, on était quand même propriétaire du NFT. Dans les faits, c'est surtout Oui, l'intérêt, c'est d'être propriétaire du Oui, NFT. c'est ça. En fait, il y avait juste le prétexte physique en plus de la propriété du NFT. Exactement. Et c'est le plus important parce que le papier, en effet, finalement, n'a pas vraiment de valeur. Bon, on suivra ce week-end s'il y a des gens qui brûlent du coup leur, leur contrat. Mais le fait que cette loi est passée, ça change vraiment quelque chose ou c'est juste dans le cours de l'histoire et ça va enchérir Cette loi, en fait, si vous voulez, ce qui est plutôt choquant, c'est qu'on ait besoin d'une loi, en fait. Dans les faits, Christie's et Sotheby's, on parle des NFT. Pourquoi tout le monde parle des NFT? Parce que Christie's a vendu un Beeple à 70 millions il y a un an. Bien sûr. Personne ne s'est posé de questions. Et depuis un an, Christie's et Sotheby's font leur beurre concrètement sur les NFT et ont réussi à se relancer, on va dire, face à une petite crise du marché de l'art grâce aux NFT. Donc en fait, on devrait même pas avoir besoin de loi. On devrait pouvoir le faire et puis voilà. Et vous parlez de Beeple, alors du coup, il y a quand même une grosse différence entre le montant Christie's et hier, il y avait quand même un Beeple qui était entre les 20 000, les estimations entre 20 et 30 000. Et qu'est-ce qui explique la différence? Parce que c'est quand même le même artiste. Pourquoi un NFT peut avoir une différence de prix? Non, mais c'est comme dans le marché de l'art. On parlait, il y a des Picasso à 30 millions, puis vous allez avoir des petites assiettes à quelques milliers d'euros. Donc ça veut dire que évidemment, ça dépend du bien, ça dépend. Là, en l'occurrence, c'était un Beeple je veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'était 100 exemplaires. Donc c'était plutôt l'équivalent d'une lithographie, si vous voulez. D'accord. Et ensuite, ça dépend du contexte, de la vente, de où est-ce qu'il a été émis. Donc là, il y a beaucoup de critères qui vont faire justement qu'on va estimer le prix, mais exactement comme dans le marché de l'art traditionnel. Et alors justement, vous mentionnez la vente Christie's. Donc effectivement, en fait, le grand public a découvert les NFT avec des montants rocambolesques, effectivement, pour des œuvres d'art et encore plus pour des œuvres d'art numériques. Donc aujourd'hui, on s'y intéresse un peu plus. Il y a des noms qui sont un peu plus qui reviennent, les Beeple, les CryptoPunk, les Bored Ape Yacht Club. Voilà, j'essaye de le prononcer. Ça, c'est pour les plus connus, ceux qui en fait ont déjà créer leur valeur sur le marché. Alors, ils peuvent encore la créer demain, mais bon, en tout cas, on a déjà vu des gros montants. Est-ce que derrière, il y a un second marché? Alors, en second marché, je ne veux pas dire ceux qui revendent, mais est-ce que derrière les grandes têtes d'affiche, on voit quand même d'autres artistes émerger Bien sûr. En fait, quand vous êtes dedans, vous vous rendez compte, la plupart des gens, ils n'achètent pas des Bored Ape ou des CryptoPunk parce que c'est les montants sont délirants. Et c'est ça la révolution du NFT. C'est que moi, j'ai plein de gens qui m'appellent, qui me disent qu'est-ce que je peux acheter pour 100 euros, 500 euros, 1000 euros. Il est là le marché, en fait. Bien sûr, vous avez des centaines de milliers d'artistes qui arrivent à vivre de leur art en vendant leurs œuvres 1000, 5000, 10 000, comme dans le marché de l'art. Bien sûr. Et c'est ça qui est génial, d'ailleurs, c'est que la démocratisation est beaucoup plus importante que le marché de l'art traditionnel. Il y a beaucoup plus de collectionneurs parce que finalement, dans le monde traditionnel, même des artistes un peu cotés, tout de suite, c'est à 20 000 euros une œuvre, on va dire, à peu près. Bien sûr. Là, il y a des artistes qui commencent à avoir certaines cotes et qui ont certaines de leurs œuvres très accessibles à moins de 1 000 euros. Donc, c'est beaucoup plus dynamique que ce qu'on croit. Et la plupart des ventes sont pas sur les têtes d'affiche, finalement. Parce que du coup, là, il va y avoir vraiment des artistes dédiés aux NFT, à la différence d'avoir eu peut-être... les mois passés, des artistes plutôt connus qui ont créé des NFT. En fait, les artistes quand même connus, même les CryptoPunk, les Bored Ape, même Beeple, c'est quand même des artistes qui viennent du numérique. D'accord. Et on appelle ça des crypto-natifs. Les plus gros, les plus connus, il y a Pac, on en avait déjà parlé, il y a Feocious, tous ces artistes-là sont quand même nés avec les NFT. Donc ils sont très connus. Mais moi, je suis persuadé en effet, par contre, que tout le monde va le devenir à un moment donné. Quand vous regardez les volumes de vente, là, le dernier mois de février, c'était 2 milliards de ventes, en fait. Quand vous comparez avec le marché de l'art traditionnel, c'est quoi? C'est 50 milliards par an, je crois. Là, on voit que, il n'y a aucun doute sur le fait que dans quelques années, le marché du NFT va être supérieur au marché de l'art, en fait. Mais vous parlez d'un art qui est plus démocratisé, mais il faut quand même être très initié. Ça s'adresse quand même à une niche. Ça s'adresse à ceux qui s'y intéressent, en effet. Et évidemment que si vous croyez que vous allez gagner de l'argent en achetant le premier NFT qu'un copain vous dit que c'est super parce qu'il y a tel joueur de foot qui est derrière, là, vous êtes sûr que vous allez vous planter. Non, mais c'est bien de le préciser. C'est mieux, effectivement, il faut mieux le préciser. Moi, il y a quelque chose qui me fascine dans les NFT, c'est qu'on reprend des codes, des
alors on reprend des codes traditionnels, mais aussi des codes qui peuvent venir dans des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on crée des collections très longues, très grandes, et derrière, ensuite, on crée un effet de rareté en fonction des différentes œuvres qu'on peut y trouver, parfois générées même par des intelligences artificielles. On est quand même très loin des codes traditionnels de l'art où on avait un Picasso qui allait peindre pendant des heures. Là, en fait, on en a. Alors peut-être que ça prend du temps, mais d'un coup d'un seul, et on crée en fait soi-même la rareté des œuvres qu'on veut vendre. Donc ça, c'est pour le constat. Et moi, ma question sur le lien avec le marché physique, c'est le marché physique a-t-il besoin du marché numérique, et le marché numérique a-t-il besoin de pouvoir vendre dans le physique pour continuer à se développer? C'est une super question. Alors, je pense que le marché physique a besoin du marché numérique, ça j'en suis sûr et certain. C'est-à-dire c'est comme comparer, si vous voulez, Carrefour et Amazon, sans vouloir citer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde est devenu numérique. Bien sûr. Et donc tout le monde va devenir numérique. J'ai envie de dire, je suis pas devin, je suis pas très intelligent, je suis juste la tendance de la société, et on est en train de devenir numérique, donc le marché va devenir numérique. Là, c'est pas pour chercher des poux dans la tête des NFT, mais les ventes numériques, ça existe déjà sans passer par la technologie blockchain. Pas tant que ça. Les ventes au téléphone où on peut enchérir en ligne directement. Oui, donc là, il y a la numérisation des ventes aux enchères. Il y a une distinction entre les ventes en ligne, en effet. Oui, c'est vrai que vous pouvez sur Drouot Online, par exemple, en France, vous enchérissez déjà. La différence, c'est en fait, c'est ce que vous possédez, ce que vous achetez. Bien sûr. Le NFT, déjà, c'est la sécurité. C'est-à-dire que pour n'importe quelle œuvre, avoir un titre d'authenticité qui soit dans la blockchain, c'est beaucoup plus sécurisant pour n'importe qui qu'un certificat d'authenticité papier. Enfin, tous les jours, moi j'entends des gens qui achètent le certificat alors que l'œuvre est fausse. Oui, bien sûr. C'est une aberration déjà dès aujourd'hui. Donc ça, déjà, c'est inéluctable. Et de manière plus générale, si vous voulez, on est devenu des êtres numériques. On vit dans des environnements numériques, on regarde, on consomme, on est. Donc afficher ses œuvres dans des environnements numériques va devenir de plus en plus quelque chose d'important pour n'importe quel artiste, je pense. Donc ça, moi, à mon avis, c'est une tendance de fond. L'autre aspect, en effet, est-ce que le monde numérique a besoin du monde physique ? Je pense que ça va devenir de plus en plus important. Le fait de vendre chez, justement, Christie's, Sotheby's ou Fauve, c'est des autorités de validation. Donc, si vous voulez, ça vous donne une sorte de validation par le marché. Et donc, c'est quoi ? C'est qui sont mes collectionneurs ? Quelles sont les maisons ? Quels sont les musées où je vais pouvoir voir mes œuvres? Et ça, on va retrouver des codes, finalement, du monde de l'art traditionnel. Et ça participe peut-être à faire connaître aussi, à élargir un petit peu le public. Merci beaucoup, John Karp. Je rappelle que vous êtes fondateur de NFT Morning et auteur de NFT Révolution. Merci d'être venu débriefer avec nous un petit peu sur cette entrée dans le monde physique, en France en tout cas, des NFT. Merci également, Sybilla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeux Patrimoine, 10 minutes où nous allons échanger autour de la thématique qui s'affiche d'ailleurs à l'écran. Comment investir dans un contexte incertain pour ceux qui veulent rentrer ou en tout cas continuer à investir. Ou alors on pourrait également se demander comment protéger ses placements, toujours dans un contexte donc en lien avec 2 ans de pandémie dont on sort, ou en tout cas dont on espère sortir actuellement. Cette actualité qui laisse place à une autre actualité depuis une dizaine de jours, une guerre en Ukraine, sur le sol ukrainien entre la Russie et l'Ukraine, qui a entraîné un certain nombre de sanctions du monde occidental, sanctions financières donc vis-à-vis de la Russie, un contexte dont les conséquences sont pour vous une chute ou en tout cas un recul des marchés financiers en lien avec les incertitudes des investisseurs, mais aussi une flambée, une progression des matières premières, sans parler évidemment des taux obligataires qui, eux, reculent également en lien avec les investisseurs qui retournent vers ces actifs sans risque. Un contexte compliqué à comprendre dans lequel on peut se demander comment est-ce que, investisseurs particuliers, on peut investir ou en tout cas décider de modifier ou non ses choix d'allocation. Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Stéphane Pelletier, directeur général du groupe Patrimofi. Bonjour Stéphane Pelletier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc j'ai fait une introduction un petit peu longue, mais pour poser un contexte quand même qui rappelle les questionnements d'un certain nombre d'investisseurs. Comment protéger ses placements, comment investir dans un contexte incertain? C'est la question qui nous anime. J'imagine que c'est des questions que vous avez au quotidien avec vos clients. Évidemment, c'est des questions qu'on se pose au quotidien entre nous lors de nos comités. D'accord. Pour regarder en fonction de la conjoncture actuelle. Et effectivement, comme vous le disiez, après une crise du corona qui n'est toujours pas finie d'ailleurs, mais on n'en parle plus. Ouais. Maintenant, l'Ukraine et puis la flambée des
des matières premières, la guerre énergétique. Donc évidemment, ça pose plein de questions à destination de nos clients auxquelles on se doit de répondre. Et alors, avant de se poser la question de savoir comment protéger ses placements, la première question, c'est faut-il protéger ses placements ou attendre de voir ce qui va se passer ? Nous, on a une réponse qui est un peu toute faite parce que finalement, on avait décidé de protéger les placements de nos clients déjà depuis de nombreuses années, en essayant de fuir le plus possible la volatilité des marchés. D'accord. Et on a bien fait jusqu'à présent parce qu'on arrive à délivrer une performance certes honorable en s'évitant de grosses baisses ou des aléas. Donc on quitte les marchés financiers ou en tout cas on réduit l'exposition aux marchés financiers. C'est ce que vous conseillez ou en tout cas c'est votre choix d'investissement? Oui, c'est le choix. En tout cas, on n'essaye pas de reproduire des indices comme le CAC 40 ou autres pour faire des performances parfois stratosphériques et parfois catastrophiques. D'accord. Mais on essaye dans la durée de faire progresser l'épargne de nos clients et en tout cas, ils nous confient une épargne. Il est de notre devoir de leur en rendre plus. Donc, quand je dis fuir la volatilité des marchés, c'est se servir d'outils moins volatiles comme de l'immobilier financiarisé par exemple. D'accord. Ouais. Continuer à profiter d'enveloppes comme le fonds euro avec son capital garanti. Et certains fonds euros font des rendements plus intéressants que d'autres. Bien sûr. Puis on le verra également aussi des formes de produits qui peuvent être des produits structurés avec des grosses barrières de protection. Et on a tout un panel d'options comme ça pour essayer de faire de la commençons par l'immobilier. Il y a des questionnements autour de l'immobilier. On se demande si un contexte de guerre sur le sol européen peut être de nature à avoir un impact sur le marché immobilier. Vous dites, dans un contexte actuel, il faut aller vers l'immobilier. C'est plus rassurant, c'est plus tangible ou plus s'il y avait une troisième guerre mondiale, et évidemment, que vaudrait l'immobilier dans le monde, je ne sais pas. Mais on n'en est pas là, heureusement. C'est pas le scénario que l'on envisage. C'est sûr que de l'immobilier à Kiev, aujourd'hui, c'est pas là où il faut investir, on imagine bien. En revanche, l'immobilier résidentiel dans les grandes métropoles et les villes de taille moyenne nous semble être un investissement qui a encore beaucoup de sens et beaucoup de valeur, malgré une hausse des prix forte déjà. Bien sûr, tout simplement on a vu parce sur que les taux sont très bas encore. Plus que de l'immobilier, on invite nos clients investisseurs à acheter du crédit et à l'adosser à de l'immobilier de qualité. Parce que, en fait, même si le niveau dans le résidentiel est élevé, donc essentiellement dans les grandes métropoles françaises, Paris n'a pas trop augmenté, mais les autres métropoles, en tout cas beaucoup moins que d'autres métropoles françaises, l'idée c'est de dire, même si les prix sont élevés, allez-y quand même, parce que comme l'argent coûte pas cher, je me permets cette expression, et le crédit coûte pas cher, vous serez toujours gagnant à la fin de faire cet investissement aujourd'hui. Oui, vous avez une sécurité, parce que, à mon sens, ce qui pourrait faire reculer les prix de l'immobilier en France, ce serait avant tout une hausse des taux. D'accord. Et alors ça, c'est pour l'immobilier résidentiel en direct peut-être, mais vous nous parliez également de fonds immobiliers qui sont accessibles via une assurance vie. Là aussi, vous dites il faut continuer à y aller. Pour le coup, on est sur des actifs moins volatiles. Oui, et puis alors il y a une résonance là-dedans, c'est qu'on se rend compte que les institutionnels, les assureurs et les banques, aujourd'hui s'orientent massivement sur le domaine du résidentiel. Donc, plus il y aura d'afflux de capitaux sur ce domaine, plus il y aura un maintien, voire une hausse des prix. Donc ça répond à une première question de pourquoi continuer à croire dans l'immobilier résidentiel. C'est notre croyance profonde. Bien sûr. Et en plus, d'autant plus sur les biens de prestige, je dirais, car ceux-là ont connu pendant longtemps une clientèle internationale qui n'est pas présente actuellement, qui reviendra. Et deuxièmement, on peut également faire ce que j'appellerais de l'immobilier sac à dos, c'est-à-dire posséder de l'immobilier pas en direct, mais sous forme de SCI ou de SCPI. D'accord. Vous dites immobilier sac à dos, vous dites pas faire papier. Ouais, j'aime bien l'idée d'immobilier sac à dos, tout simplement parce que c'est assez dans l'air du temps, ça s'inscrit dans la mouvance des plus jeunes générations qui auront les avantages d'avoir l'immobilier sans les affres de l'immobilier, c'est-à-dire de payer les charges, de faire face à la vacance. Et cet immobilier, entre guillemets, sac à dos, pire papier, je vais pouvoir l'avoir soit en direct, et puis l'acheter à crédit, ou je vais également pouvoir le loger dans un contrat d'assurance vie et bénéficier de la liquidité que va me promettre l'assureur, la compagnie d'assurance. Alors, j'enchaîne puisqu'il faut qu'on parle des trois dans le timing qui nous est imparti. Vous nous avez parlé des fonds euros. Alors ça, pour le coup, c'est étonnant parce que ça fait des années quand même qu'on nous dit que le fonds euro est mort ou est en train de mourir et que d'un côté, les professionnels de l'investissement disent qu'il faut en sortir et de l'autre, on voit qu'il y a quand même encore beaucoup d'investissements faits dans ces fonds en euros. Là, dans un contexte comme celui-là, on se dit finalement les fonds en euros, c'est pas si mal que ça. Alors on dit, parce que pour une position un peu d'attentisme, en fait, c'est intéressant. Donc nous, on a négocié avec un assureur, pour ne pas le citer, la possibilité de mettre 100% des sommes en fonds euros. D'accord, ce qui est de moins en moins possible aujourd'hui. Ce qui est quasiment impossible. Mais en fait, on va pouvoir faire ça et en avant-première pendant quelques mois.
Et on va En voir lien avec le contexte actuel. Exactement. Donc c'est le retour du fonds euro. Alors vraiment position d'attentisme, je D'accord. dirais. Et derrière, sur le fonds euro, oui, il faut le fonds euro traditionnel, il faut le quitter. Mais le fonds euro moderne, basé sur des infrastructures, ou celui d'avant basé sur de l'immobilier qui avait des rendements non négligeables. Je veux donner un exemple. Sur 1 milliard d'encours gérés chez nous, dans le groupe Patrimofi, il y a quand même 30% qui sont en fonds euros encore. D'accord. Et sur ces 30%, une certaine partie a un rendement de 2,25% l'année dernière. Et alors, on rappelle que les fonds euros, donc du coup, évidemment, c'est en lien avec c'est des fonds obligataires. Hein, donc, on achète des obligations d'État, mais on les dynamise aussi parfois. Donc, c'est pour ça que vous nous parliez d'immobilier ou d'actions, c'est qu'il y a une petite poche qui permet d'aller diversifier en fait son fonds euro. Ou des poches de plus en plus grandes, mais c'est vrai que le côté obligataire, obligation d'État, celui-là, il faut l'oublier et c'était le passé. Par contre, le fonds euro adossé à de l'immobilier avec la garantie en capital fournie par l'assureur. D'accord, du fonds ah oui. euro, Donc en fait, ça garde le nom fonds euro parce qu'il y a la garantie en capital, mais ce n'est plus les mêmes investissements à l'intérieur. D'accord, ok, oui, je comprends. Et alors, il nous reste 1 minute pour évoquer très rapidement. Donc, vous nous avez dit produits structurés. Je rappelle, les produits structurés, en fait, c'est en lien avec les marchés financiers, mais on n'est pas. En fait, on va chercher un rendement tout en investissant sur des actions via des produits un peu complexes qu'on n'aura pas le temps de détailler ici. Alors, un produit structuré, en fait, ça va être ça. Ça va être la possibilité de jouer la performance des marchés en se préservant d'une chute violente. D'accord. Typiquement, au lieu d'acheter de l'Eurostoxx, je vais acheter un produit structuré sur l'Eurostoxx. C'est comme une obligation qui va me dire, tant que l'Eurostoxx n'a pas chuté de 50%, alors tous les ans, j'ai la certitude de toucher un coupon de 6%. D'accord. Ouais. Et dès que l'Eurostoxx sera passé à son niveau initial, mon produit sera remboursé et j'aurai touché X années fois 6% de coupon. Alors ça, c'est si tout va bien. Mais il y a aussi évidemment des cas où si ça va tout mal. va mal et que le produit va au bout des 10 ans et que l'Eurostoxx a plongé de 48% et qu'il n'est jamais passé au-dessus de son niveau initial, j'ai quand même ma garantie en capital, je récupérerai ma mise de 100 et je récupérerai mes 10 fois 6% de coupon. Et il n'y a aucun cas de figure où on perd son argent? Il y a le cas de figure où ça plonge, et je suis en dessous de ma barrière de protection et je finis à moins 60. À ce moment-là, je ne repartirai qu'avec mes 40. D'accord, et donc là, effectivement, on ne détient pas l'action en direct, mais on va mettre des conditions de marché pour aller chercher un revenu régulier en Oui. en lien avec ces produits. Et donc ça, vous nous dites que dans le contexte actuel, c'est une option à regarder pour protéger ces investissements. Et si je dois en rajouter une dernière, parce qu'elle est très importante, c'est le private equity qui se développe, se démocratise à l'endroit des particuliers et des fonds historiquement réservés à des institutionnels à partir de 20 millions d'euros. Aujourd'hui, sont éligibles pour des particuliers à partir de 100 000 euros. Ça reste des tickets importants, mais vous allez pouvoir avoir pour 100 000 euros accès au premier quartile de ce qu'il y a de mieux dans le private equity mondial. Et le private equity mondial, c'est 2 fois le rendement de la bourse. Et c'est l'investissement direct en action pour le coup, donc hors marché financier, investissement direct dans les entreprises, donc en action pour le coup. Mais voilà, en action d'entreprise non cotée. Et pour 100 000 euros, vous allez diversifier votre portefeuille, parfois jusqu'à 100 ou 200 lignes, c'est-à-dire prendre un risque finalement très dilué sur des secteurs comme la tech, la santé, le service, beaucoup. La digitalisation. Merci Stéphane Pelletier d'être venu nous détailler un petit peu comment protéger ses placements dans le contexte incertain actuel. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe Patrimofi. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Merci.